On va entrer dans une ère foncièrement politique, saturée de politique. Alors nous avons sollicité les principaux candidats, les têtes de liste aux élections européennes. On verra s'ils viennent sur notre antenne. Il y en a certains déjà qui ont donné leur accord. Et puis il y a d'autres candidats qui vont défiler comme ça. Alors on espère aussi les faire défiler de manière un petit peu différente de la manière dont ils ont l'habitude de prendre la parole sur d'autres médias. Mais ça, c'est un dossier. On est un petit peu en amont de tout cela avec Patrice Jean, notre invité, qui est écrivain, romancier, qui publie Kafka au Candy Shop. C'est un titre un petit peu insolite. La littérature face au militantisme. C'est aux éditions Léo Cher. Il est écrivain, romancier, je le disais, mais aussi enseignant. Il enseigne la littérature au lycée de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Patrice Jean nous invite à prendre de la distance par rapport à la politique qui sature notre monde médiatique. Et donc il veut libérer la littérature de l'engagement politique, laquelle ne serait qu'une autre manière à mot couvert de faire de la politique. La littérature serait polluée donc par cet univers-là. Les élections européennes, je le disais à l'instant, malgré la relative indifférence que suscite cette échéance, vont encore plus donc nous immerger dans les mots de la politique et dans une forme de militantisme. Ce qui est le contraire de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, nous dit Patrice Jean, montre alors que le militantisme, la politique veut avoir une prise sur la réalité, veut la modifier et nous enferme en fait dans le concret. Bonjour Patrice Jean. Bonjour monsieur. Ai-je bien présenté les choses? Est-ce votre esprit? Oui, ça correspond assez à ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire expliquer que la littérature avait une autonomie et qu'elle ne devait pas se réduire à être l'illustration de positions politiques. Alors, c'est vrai pour les écrivains qui ont bien sûr le droit d'avoir des opinions politiques et même d'écrire des livres politiques, mais ils ne doivent pas s'attendre à ce que leurs livres soient évalués selon les prises de position qu'ils auront eues. Et c'est vrai aussi pour les lecteurs qui, en réalité, lisent quand même les auteurs qui leur correspondent politiquement. Alors, entre Annie Ernaux à gauche et Michel Houellebecq à droite, si on caricature, c'est un peu ça, les deux grandes C'est figures. ça, effectivement, oui. C'est symboliquement, Annie Ernaux sera plutôt lu par des électeurs de gauche et Michel Houellebecq, maintenant, sera plutôt lu par des électeurs de droite, même si chez lui, ça a changé. Hein. Je crois, quand il a commencé à publier des romans, il était plutôt vu comme un écrivain même en contre le capitalisme, etc., avec son livre, L'extinction du de la lutte. Mais maintenant, non, il a une image de droite, je pense. Quels sont les auteurs un peu inclassables, ou du moins qui jouent sur plusieurs publics? Je pensais à Michel Onfray, qui a un lectorat à gauche, et puis il a un lectorat aussi conservateur, dirions-nous. Oui, sans doute, mais alors, je pense, mais là, je parle de manière très intuitive, et que Michel Onfray est plutôt, lui aussi, comme Michel Houellebecq, lu par des gens qui ne sont pas vraiment à gauche. Et je crois que pour des lecteurs de gauche, si on leur parle d'un Michel Onfray de gauche, ils vont sourire quand même. Même si sa base originelle vient de là. Bien sûr, et lui-même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a évolué, ou alors la société a évolué, je crois que c'est ce qu'il dit. Qui classe les auteurs en fonction de leurs opinions, de leurs appartenances, qui en fait fait ce qu'on appelle une forme de marketing autour de ça? Ça, c'est compliqué. Je pense qu'il y a les auteurs eux-mêmes qui peuvent le revendiquer, ce que je disais tout à l'heure, et enfin tout de suite. Mais il y a aussi les médias, je pense. Hein, moi, je sais que par exemple, va plutôt me classer à droite, alors que j'ai jamais dit pour qui j'ai voté, ou voilà. Mais c'est par peut-être l'intervention dans certains journaux, par les thèmes que je choisis, qu'on me classe ainsi. Et donc, Patrice Jean, vous estimez que c'est une forme de régression pour la littérature? Ah, c'est un danger, puisque la littérature, si vous voulez, moi quand j'écris un roman, je ne me dis pas je vais écrire un roman de droite ou un roman de gauche. Mon propos est ailleurs, c'est une méditation sur la vie, sur l'existence. La politique en fait partie, bien sûr, mais pour moi, vraiment, je pense que c'est autre chose. Mais ça veut dire que vous avez souffert de cette classification? Souffert, c'est un grand mot, mais ça m'agace, oui, ça m'agace, parce que si je prends les médias qui s'intéressent à moi, c'est même caricatural, quoi, si vous voulez. Donc, C'est-à-dire? écoutez, j'ai toute la presse de droite avec moi, et pour la presse de gauche, j'existe pratiquement pas. À quoi l'attribuez-vous? Vous ne le savez pas. Écoutez, je pense que c'est venu du fait que un premier roman qui a eu un peu de succès, que j'ai écrit, a d'abord eu une presse à droite, ce qui fait que la presse de gauche a dit bon, on ne va pas parler de celui-là. Et puis, alors il y a des auteurs quand même qui transcendent ces catégories.
c'est ceux qui, comme Michel Houellebecq, malgré tout, va être chroniqué par tous les journaux, même si à gauche, on va lui taper dessus, parce que il est devenu incontournable, comme on dit. Est-ce toujours à gauche que l'on arbitre les élégances intellectuelles, Patrice Jean? Disons qu'on les arbitre des 2 côtés, mais on entend beaucoup, ceux de gauche, oui, je pense, oui. Faire l'objet d'une chronique dans Le Monde, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Voilà, je pense Mmh. que et puis, je pense que le champ culturel, pour parler comme Pierre Bourdieu, est quand même dominé par la gauche. Et donc ça se voit, ça a des répercussions sur la littérature. Une question, puisque je disais qu'on allait entrer dans une phase politique, mais on a l'impression qu'on est tout le temps dans une phase politique, que les médias, en tout cas d'information continue, ne se nourrissent que de ça. Et ça, vous estimez que c'est une manière de fausser nos perceptions? Vous voulez dire par rapport à la littérature ou de manière globale? D'une manière globale. C'est une perception possible de l'existence, c'est-à-dire la ramener toujours à des dimensions politiques, pourquoi pas? Je pense qu'il y en a d'autres, on pourrait parler, puisqu'on est à Radio Notre-Dame, d'une dimension religieuse de l'existence, d'une dimension philosophique, d'une dimension, esthétique. Il est évident qu'aujourd'hui, la vie de la plupart des gens est, perçue par, ces catégories-là, par la catégorie politique. Je voilà, il n'y a pas d'autre mode d'explication, de nos rapports aux autres que le mode politique. C'est vraiment celui qui domine, je pense. Et pourtant, le paradoxe, c'est que plus personne quasiment n'a de carte dans un parti politique. C'est vrai. C'est le Alors, paradoxe, mais ça n'empêche pas les gens de percevoir comme ça, oui. hmm, Justement parce que oui, vous avez raison, c'est un paradoxe. parce qu'on pourrait se dire que des périodes antérieures ont été beaucoup plus politiques que la nôtre. Les partis de masse, le militantisme, aujourd'hui, ce militantisme-là a quand même fondu très largement. Oui, oui, mais moi, disons que c'est s'il y a moins comment dire, de gens qui s'intéressent à la politique, quand on en parle d'une manière culturelle, si vous voulez, ou dans les médias, c'est quand même Mhm. ça qui domine, ou dans la littérature, ou dans la philosophie, ou à l'université, enfin, c'est quand même très présent. Par exemple, si on prend les étudiants, beaucoup sont politisés. Et ce qui n'empêche pas effectivement qu'il y a un peuple français qui peut s'en désintéresser. Il y a deux catégories. Il y a la catégorie globale de la population et le champ culturel et le champ savant, universitaire ou le champ médiatique, si vous voulez. Donc ça donne, je pense, une interprétation, enfin une perception fausse des choses. Quels sont les éléments aujourd'hui dans l'actualité qui retiennent un peu votre attention, eu égard à ce que l'on est en train de se dire? Par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui voit ses conférences annulées. Est-ce que vous estimez que c'est une forme de... Comment l'attribuez-vous? À quoi l'attribuez-vous? Et comment l'analysez-vous? Et justement, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord, le fait de vouloir annuler cette conférence, c'est quand même une annulation, je pense, politique. Je crois que c'est parce qu'il y avait une candidate qui soutient très ouvertement La Palestine? la Palestine. La réaction À l'université de Lille, donc. voilà, de Mélenchon, qui est provocatrice quand il parle de Eichmann, je crois, ça m'a un peu amusé, si on peut dire. Moi, je pourrais presque l'interpréter selon la littérature, si vous voulez, en prenant Don Quichotte ou Madame Bovary, dans le sens où il y avait un philosophe au 19e et 20e siècle qui s'appelle Jules de Gaultier qui avait inventé le bovarisme, hein, et qui expliquait qu'on avait tous tendance à se voir autre qu'on était et à se voir parfois plus beau qu'on est. Et donc, Don Quichotte voulait vivre dans un monde de chevaliers, donc il attaque des moulins, il croit que ce sont des chevaliers parce que narcissiquement, c'est très bien pour lui. Et je crois que lorsque Mélenchon dit que le directeur de l'université c'est comme Einstein, il se met dans la position d'une victime, d'un résistant, et là aussi, on voit une sorte de bovarisme politique, si vous voulez. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le militantisme. C'est une façon de se percevoir de manière narcissique comme étant des gens bien. Et Mélenchon en est, je crois, ici, avec Einstein, ça révèle quand même sa façon qu'il a peut-être de se percevoir, même si sans doute quand il a dit ça, il était énervé, qu'il faut lui pardonner. Mais tout le monde politique réagit de cette manière-là. C'est un narcissisme poussé à l'extrême grâce aux médias. Exactement, oui, oui. Donc c'est le succès, le super succès posthume de Flaubert.
exactement, de Flaubert, de Don Quichotte, et d'avoir compris que les politiques ou n'importe quel individu se percevrait autrement qu'il est, d'une façon narcissique. Alors maintenant, l'opinion désire ça, parce que si on en parle, si on valorise autant ces égos-là, les égos politiques, c'est que ça marche, hein. Patrice Jean, quand même, faut-il le reconnaître, sinon on ne le ferait pas. Certes, mais parce que Alors je qu'est-ce qui pense, marche en fait? Comment voir ça? une première explication, c'est que peut-être les gens, eux aussi, sont dans la même, comment dire, interprétation de leurs faits et gestes, et qu'ils ils en viennent très rapidement, je pense, à se percevoir comme des résistants, comme vivant dans un état. Moi, je suis frappé aussi par ça, hein, des critiques que j'entends un peu ici et là. On serait en France dans une dictature, on serait dans un pays où les libertés sont en danger, etc. etc. Ça paraît quand même un peu fou, quoi, réellement. Mais si on a envie de ce récit, c'est qu'on a envie de se confronter à une épreuve pour montrer aussi qui on est. Exactement, Et comme on ne le peut pas, il y a une énorme frustration exactement. qui se projette ensuite sur les politiques qui nous font vivre quelque chose par procuration. C'est un peu ça, non? Exactement, exactement, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Alors peut-être qu'il y a d'autres causes, mais je pense que c'en est une qui est importante. Le phénomène de projection est capital. Expliquez-nous la distinction que vous faites et qui est l'armature, ou du moins le début de l'armature de votre réflexion sur la distinction entre subjectif et objectif. Alors ça, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre un type au début du livre qui se retrouve seul après une soirée alors qu'il attend un coup de téléphone. Il y a une explication qui serait objective, qui serait une explication collective, une explication marxiste, si vous voulez, qui expliquerait que s'il est seul, c'est que malgré tout, il est dans un appartement qui a été construit par des ouvriers, il attend un téléphone qui fait l'objet d'un commerce international, etc. Et donc, d'un point de vue objectif, il n'est pas seul. Mais d'un point de vue subjectif, il l'est, vraiment. Parce que notre condition, c'est d'être seul, quoi. Et on ne peut pas vivre à la place d'un autre, on ne peut pas souffrir à la place d'un autre, on ne peut pas penser, avoir des sensations à la place d'un autre. Donc on est toujours seul, c'est ce que disait Pascal, on vit seul et on meurt seul. Donc il y a ces deux éléments, un élément, disons, objectif qui nous place dans une série causale, et un élément, je dirais, existentiel, qui est celui de la solitude, qui a autant d'importance, et même plus, puisqu'on est acculé à cette solitude. Donc l'explication marxiste, ça consiste à donner des causes à tout Oui, et à les expliquer par les mécanismes de production. Mais de fait, il y a une certaine logique, c'est-à-dire que nous sommes en exactement. fait entièrement tributaires de tous les objets qui ont été fabriqués autour de nous et qui Exactement. nous conditionnent du matin jusqu'au soir. Là, on ne pourrait pas parler sans les micros, Et sans ainsi de suite. exactement. Oui. Donc il y a une pertinence quand même de cette pensée. Exactement, il y a une pertinence. Oui. Et la subjectivité, quand vous dites, en vous inspirant de Pascal, que nous sommes des êtres foncièrement seuls, il y Pertinent a... aussi. Comment? C'est pertinent aussi. C'est pertinent aussi. C'est un petit peu effrayant. Vous dites à un moment même, on aura beau être à 1 mètre d'une personne malade qui est en train de mourir, on restera radicalement différent. C'est une évidence de le dire, mais est-ce que les religions en particulier ne visent pas à surmonter cet abîme? Alors, oui, mais par la compassion peut-être, on peut essayer de souffrir avec l'autre, on peut se penser autrement, On pense à mais toutes les problématiques sur la fin de vie en particulier. oui, oui, je crois que on peut essayer d'adoucir. Alors il y a la médicamentation qui peut essayer, mais si vous voulez, quand quelqu'un souffre devant vous, vous pouvez pas dire: «Bon, donne-moi un peu de ta souffrance et puis on va souffrir tous les 2». Non, c'est-à-dire qu'il souffre et on ne peut qu'agir justement sur les causes. Mais on ne peut pas, comme ça, la partager une sorte d'intuition ou de. Et pourtant, quelqu'un peut tenir parce que une autre personne aura été près d'elle, à partager sa souffrance, au Bien moins de sûr, manière psychologique bien sûr, oui. Alors et oui, spirituelle. effectivement, bien sûr, oui. Effectivement, l'aide, la parole comment dire, apporter quelque chose. Et d'ailleurs, je ne nie pas ça, hein. Je dis simplement que malgré tout, si vous voulez, si vous recevez un coup et que vous souffrez, voilà, Hmm. il faudra trouver d'autres parades Mais le que les propre paroles. de la littérature, Patrice Jean, le propre de la littérature, c'est quand même de créer ce lien entre des gens qui sont seuls, justement, puisque je Exactement, ouais. m'identifie même à travers les époques. C'est merveilleux, Exactement, je peux dépasser les siècles et m'identifier à quelqu'un. Donc ça atténue quand même votre idée sur la solitude. ouais. Je suis jamais seul quand je lis. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement notre solitude est quand même, elle baigne dans un bain, humain, si j'ose dire, un bain de cause,
Mais si vous voulez, on l'est quand même. Enfin, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent ressentent cette solitude. Ah non, je vous contredis, Ah puisqu'ils bon? nous écoutent justement, ils ne sont pas seuls, Non, mais précisément. on peut être seul, si vous voulez, radicalement seul Hmm. et avec les autres. Et évidemment, c'est pire d'être seul, si vous voulez, sans les autres. Mais même avec les autres, on reste quand même seul. Tout le monde sait qu'on peut aller à une soirée où il y a énormément de monde et se sentir quand même seul. Absolument. Enfin, voilà. Mais il y a une réalité moderne de la solitude, ça s'appelle aussi avec ces petits objets qui sont des murs de Exactement. séparation dingues, qui sont les portables, par exemple. Des murs de séparation et des murs de lien aussi, hein, parce que ça empêche d'être seul d'une certaine manière, au sens, je vois les gens qui sont sans cesse à être en lien avec les réseaux sociaux, qui justement ont peur peut-être de s'affronter eux-mêmes. Alors dites-nous, Patrice Jean, ce que signifie le fait que l'écrivain déclare une guerre spirituelle. À un moment, vous écrivez ça, hein. Oui. Bah, je pense Pourquoi? que il est, justement par rapport à cette solitude, par rapport à la société, par rapport à tous ces éléments, l'écrivain essaie d'apporter à travers ses livres une forme de réflexion, de méditation dans une société qui n'en veut pas toujours. Donc, et puis, la guerre, l'aspect guerre, c'est que je pense, c'est ce que j'explique dans le roman, un peu en m'inspirant, en me situant dans la thèse de Michel Léris, vous savez, la corne de taureau. Alors expliquez un peu. Eh bien, Michel Léris disait que la littérature, c'était comme la tauromachie, il fallait prendre un danger. Alors évidemment, un danger relatif, hein. Je pense qu'il y a des... Mais qu'il devait se mettre en danger et que la littérature avait du prix dès lors que l'écrivain pouvait se mettre en danger. Et donc, la guerre spirituelle, c'est cet aspect-là, c'est-à-dire ne pas ne pas développer dans ses romans, dans ses textes, les idées qu'on entend partout et qui sont applaudies partout. Donc je pense qu'il doit se mettre en danger sur ce plan-là aussi. Je ne veux pas citer de nom, mais il y a des romans à succès qui vendent à des millions d'exemplaires et qui ne passent pas pour être particulièrement des récits de qualité. Exactement, c'est ça. Comment l'expliquez-vous là aussi? Bah, parce qu'ils apportent un divertissement, ils confortent le lecteur dans ce qu'il pense. Or, vous savez, je pense que la littérature, c'est comme, il y en horreur les clichés. Alors, j'espère que j'en ai pas trop dit ce matin, mais donc aussi bien les clichés dans la langue, ne pas employer les clichés qu'on entend partout, mais également dans la pensée. Mais les lecteurs, souvent, n'ont pas la même horreur, hein. Exemple de cliché dans la pensée que vous abhorrez. Heu, Bah, écoutez, Là, je vous prends un peu au oui, dépourvu. oui, bon, je sais pas, des clichés politiques, par exemple, qu'on sera bah, tout à l'heure, j'en ai sorti un, qu'on serait en dictature. Pour moi, c'est un cliché, quoi. Ou que tout serait mal dans notre société ou que, voilà, c'est des facilités ou Qui permettent de ne pas être contredit. voilà. Et je lisais hier un article sur Annie Ernaux, le journaliste expliquait qu'elle refusait l'ironie, parce que l'ironie, c'était quelque chose de bourgeois. Pour moi, ça, c'est un cliché, oui. Il y en a beaucoup des clichés, hein. Et Il je pense que dans faudrait... le peuple, dans les chants du peuple, pour faire vite, il y a beaucoup d'ironie et d'humour, hein. Expliquez-nous, Patrice Jean, pourquoi est-ce que la littérature n'a pas toujours eu une proximité très forte à la politique? Parce qu'en fait, ce que vous dénoncez, je ne sais pas si vous le dénoncez, mais enfin, ce que vous soulignez aujourd'hui, est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Si on prend des auteurs, de multiples auteurs, hein. Vous prenez par exemple le cas de Céline, je crois, et de Non, mais bien Rieux-La sûr, Rochelle. oui. Oui, non, mais encore une fois, peut-être que là, j'ai pas été assez explicite parce qu'on m'a fait le reproche plusieurs reprises. Je n'empêche absolument pas, hein, les écrivains d'avoir des opinions politiques et c'est plutôt, que, il faut pas que ce soit leur unique, préoccupation, c'est un premier point. Et le 2e point, faut pas que je trouve un peu dommage que les lecteurs, les médias, la critique et cetera, n'envisagent les choses que sous cet angle-là. Alors évidemment, il y a toujours eu des prises de position politiques, très fortes, et je pense au XXe siècle, c'est vrai, mais par exemple, Drieux-La Rochelle et Aragon, ont pu être amis, voilà. Et je sais pas si aujourd'hui, de telles amitiés sont possibles. Les amitiés transversales sont plus Voilà, difficiles ouais. aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Alors La que littérature ne réconcilie pas. la période est quand même moins dramatique que les années 30 ou 40. Ça, c'est un paradoxe donc de ce que nous vivons. Est-ce votre itinéraire quand vous dites j'ai d'abord été de gauche, violemment de gauche, dans le quartier à la périphérie de Nantes où j'ai vécu 5 à 20 ans, un quartier d'immeubles à loyer modéré, construit au début des années 70? Les adolescents écoutaient du rock, jouaient au foot, etc. Ils se politisaient, tous se situaient du côté de
la gauche. Aujourd'hui, on a le sentiment que cette ferveur de gauche, elle est plutôt passée de l'autre côté. Vous voulez dire à l'extrême droite? Oui. Alors là, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, effectivement, c'est mon parcours et dans le quartier dans lequel, je vivais, c'était impensable de pouvoir se réclamer, autrement, hein, quand on était jeune, en tous les cas, hein. Pour nos parents, ça devait être différent. Il me semble quand même que dans certains quartiers, ça doit encore rester très à gauche, je pense. Mais il y a une dépolitisation très forte des jeunes. Mais il y Oui, a un tiers des jeunes qui d'accord. votent RN, par exemple. Mmh. Qui Et votent, hein, évidemment. Ça réduit beaucoup, parce que beaucoup ne votent pas. exactement, oui. Oui, alors là, les choses ont beaucoup changé, hein, mais heu, je ne saurais vraiment l'expliquer. Il faudrait que j'essaye de retourner dans On le n'a plus de quartier de temps en mobilisation temps. d'idéal, en fait, hein. C'est ça qui nous... C'est le religieux, peut-être, qui nourrit l'idéal aujourd'hui, non? Oui, Là où le politique a beaucoup déçu. le religieux, mais la politique avait essayé de remplacer la religion, hein. On le sait bien, hein, le marxisme, c'est une religion, profane et séculaire, hein. Expliquez-nous, Patrice Jean, pourquoi vous avez pris Kafka en référence. On le sait, Kafka entendait briser la mer gelée en nous. Bien, le titre n'est pas de moi, c'est un ami qui me l'avait soufflé et je l'avais trouvé amusant parce que je parle de Kafka à 2 reprises dans l'essai et notamment cette belle citation et j'ai compris plus tard, pour être franc, d'où venait le titre. C'était l'émission La Grande Librairie où il y avait, une romancière qui avait dit qu'elle n'aimait pas Kafka quand elle était jeune parce que c'était une fille candy shop et Ça candy voulait shop, ça dire? voulait dire candy shop, c'est un magasin de confiserie. Donc elle aimait le rose, elle aimait les sucreries, elle aimait les choses positives. Donc Kafka était évidemment l'antithèse de, ce qu'elle aimait et donc le titre vient de cette expression que je n'ai comprise qu'une fois, que le titre était arrêté. Et briser la mer gelée en nous. Ah ça il faudrait demander à Franz Kafka, mais je pense que, la mer gelée, c'est les habitudes, c'est tout ce qui, nous encore enfin, tout ce qui se sédimente en nous, tout ce qui est mort, tout ce qui est gelé, tout ce que la vie finalement, éteint. La littérature a pour but de, les éclairer, de les faire revivre et de faire en sorte que l'eau, qui était gelée se remette à couler. Est-ce que vous voyez, ça sera ma dernière question, est-ce que vous voyez, Patrice Jean, des hommes politiques qui aujourd'hui sont ou pourraient être des personnages de romans? Je pense qu'ils pourraient tous l'être. Je pense qu'ils pourraient tous l'être, c'est comme je disais tout à l'heure, l'écart entre la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'on peut avoir chacun de soi et la réalité, c'est, l'objet même, du roman, c'est cet écart. Eh bien, je vous remercie de nous avoir fait partager ces réflexions autour de Kafka au Candy Shop, un titre un peu insolite. La littérature face au militantisme, avec ce spectre de la politique qui hante la littérature. On a compris que vous n'aimiez pas les étiquettes et que vous aimiez ce qui pouvait réunir les gens par-delà les étiquettes avec l'écriture en point commun. Merci, Patrice Jean. Merci beaucoup de m'avoir invité. À bientôt.